Cette chronique s'appelle « Inflation, le monstre est-il réveillé ?» C'est juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. On va aller regarder un petit peu ensemble ce qui se cache derrière ce mot inflation. Une petite citation d'Hemingway, Mmh. qui a connu des années extrêmement inflationnistes, on y reviendra. La première panacée pour une nation mal dirigée est l'inflation monétaire, la seconde est la guerre. Les deux apportent prospérité temporaire et destruction indélébile. Les deux sont le refuge des opportunistes économiques et politiques. Il a écrit ça en septembre 1935. Septembre 1935, vous gardez cette date en tête, on va aller repartir un peu dans l'histoire. Parce que si vous avez moins de 50 ans, et c'est une bonne chose pour vous, vous ne savez pas ce qu'est l'inflation. Voici l'inflation de 1991 à 2020, calculée par l'INSEE. Vous avez la source sur le graphique. Et vous voyez qu'on est entre 0 et 3,5% par an, et que donc on est globalement en 91 à 3, quelque chose, que ça descend vers 0,5, que ça remonte, ça redescend à 0 en 2010, je pense, et puis à nouveau en 2015, etc. Et on voit globalement que quand vous avez ce discours dans les médias d'une inflation qui serait un objectif de 2%, bien, on a globalement tourné autour de ce 2%, plutôt en dessous qu'au-dessus, mais globalement, vous ne savez pas ce qu'est l'inflation si vous aviez 20 ans en 91, parce que vous ne l'avez jamais rencontré. Vous n'avez pas croisé le monstre. En revanche, il faut bien comprendre que dans le passé, l'inflation a été parfois brutale. Entre 8 et 15% par an, de 1973 à 1983. C'est une décennie complète d'inflation extrêmement élevée. Mais pire, ça a été à plus de 40% par an entre 1945 et 1948. 4 années où les prix ont, semble-t-il, augmenté de 40% par an. Et chez certains économistes, les prix, disent-ils, auraient été multipliés par 2600 depuis 1901. Alors, la source de ces chiffres, c'est un site dont je ne connais pas vraiment la qualité, mais qui m'a l'air sérieux. Je vous le livre pour que vous alliez vous faire votre propre opinion. Il s'appelle franceinflation.com. On parle de l'inflation française. Ailleurs dans le monde, on se souvient de l'hyperinflation de la République de Weimar en Allemagne, où il fallait une brouette de billets pour aller acheter son pain, parce que la monnaie, effectivement, n'avait plus de capacité d'acheter des biens et services. On a connu, si on a 50 ans ou plus, l'hyperinflation en Argentine à plusieurs reprises. Tout ça vous rappelle vaguement des souvenirs. Et si vous avez moins de 50 ans, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Parce que je suis joueur, je vous ai mis le graphique issu du même site de l'inflation de 1901 à 2015-2020. Et donc, vous voyez bien que l'épisode dont je parle, 73-83, c'est un épisode entre 8 et 15%. Hein, et vous voyez la fin de la Seconde Guerre mondiale, le début, le milieu et la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des inflations à plus de 10% et jusqu'à plus de 50% par an. Okay, et enfin, vous voyez bien qu'on a connu une phase d'inflation entre 1915 et 1920. Donc, vous voyez bien que les périodes de guerre sont aussi bien sûr propices à l'inflation. Vous voyez qu'il y a eu des inflations négatives brutales, parfois sur certaines années, mais que globalement, on vit plutôt dans un monde inflationniste, si on en croit ce graphique, que dans un monde déflationniste. Et donc, simplement parce que les dernières années ne vous ont pas montré ce que c'est, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, pour faire simple, c'est quand les prix augmentent et la première conséquence de cette
inflation, c'est que ça mange vos liquidités. Parce qu'avec la même somme d'argent, vous achetez de moins en moins de biens ou de services, année après année, parce que le prix des biens ou services augmente. L'inflation a donc un impact négatif pour les épargnants, c'est-à-dire que les gens qui ont des liquidités, que ce soit des personnes physiques, des familles ou bien des entreprises, peuvent acheter de moins en moins de choses avec la même somme d'argent. Et l'exemple classique que vous ouvrez dans tous les bons livres d'économie, c'est l'exemple des 10 crayons. Je peux acheter 10 crayons pour 1 euro. Alors, il y a longtemps, c'était pour beaucoup moins, bien sûr, mais disons que je peux acheter aujourd'hui, c'est la rentrée, 10 crayons pour 1 euro. Mais s'il y a de l'inflation, eh bien, avec mes, pardon, pour 1 euro, mais avec mes 1 euro, peut-être que je ne pourrai plus acheter que 9 crayons un petit peu plus tard. Et si vous multipliez ça dans une société, par exemple, eh bien, ça veut dire que vous remplacez les crayons par un certain nombre de coûts de biens et services et vous pouvez en acheter de moins en moins avec la même somme. Et donc, le premier impact, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont cash rich, l'inflation est une mauvaise nouvelle. Donc, si vous avez, parce que vous avez eu cette possibilité, mis de l'argent de côté, que ce soit dans votre entreprise, à titre familial ou à titre personnel, eh bien, cette inflation va ronger vos liquidités. Deuxième chose, et j'en ai parlé un tout petit peu, l'inflation fait monter vos coûts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que d'abord, les matières premières augmentent. Regardez la hausse de l'aluminium, du cuivre, du fer, du blé, etc. Donc les matières premières augmentent. Ensuite, chaque acteur des filières économiques répercute ces hausses vers l'aval. Si je suis boulanger, que le prix de la farine augmente, je vais augmenter le prix de vente de mon pain. Si je suis un fabricant de pompes industrielles et que le prix de l'acier augmente, je vais augmenter le prix, je vais essayer d'augmenter le prix de mon produit pour répercuter à mon client final le prix, la hausse de mes coûts. Donc il y a un effet d'entraînement qui prend un petit peu de temps parce que il y a toujours un cycle économique qui peut être de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois selon les industries. Mais quand ça se produit simultanément dans plusieurs filières économiques, eh bien, vous incorporez des hausses de prix finalement venant de différents types de matières premières à l'intérieur de vos produits et donc vous devenez incapable de maintenir vos marges sans augmenter vos prix. Et il y a donc des pénuries qui se mettent à apparaître. Et ces pénuries, vous les voyez aujourd'hui un petit peu partout. Si vous lisez la presse économique, si vous avez la curiosité de lire les Échos, l'Usine Nouvelle ou des journaux spécialisés dans vos domaines, eh bien vous voyez qu'on manque de pneus, on manque de microprocesseurs, on manque de fenêtres, parce qu'on manque de verre. Et pourquoi est-ce qu'on manque de verre? Parce qu'on manque de sable. Et donc, du coup, vous voyez apparaître des endroits où les gens qui ont des marges plus élevées que vous commencent à acheter à ce prix-là la matière première et donc vous en privent, d'accord, parce qu'ils stockent cette matière première pour essayer de maintenir un avantage concurrentiel de prix que vous n'aurez pas ou que leur concurrent moins riche n'aura pas. Donc les pénuries apparaissent. Ces pénuries sont également des facteurs qui activent l'inflation. Un de nos clients nous disait récemment qu'un microprocesseur qui rentre dans le cadre des machines qu'il fabrique, qui coûtait 6 dollars en 2019, lui a été récemment proposé à 600 dollars. 6 dollars, 600 dollars. Évidemment, pour un produit qui se vend 2000 dollars, vous imaginez bien qu'il y a un petit problème et donc lui va devoir résoudre ce problème. Et donc les pénuries apparaissent, elles aggravent par des à-coups l'inflation. Et puis il arrive un moment où l'inflation touche également les salaires. Alors c'est le signal pour nous de vigilance. Et cette inflation des salaires, elle a commencé notamment aux États-Unis. Alors certes, elle va peut-être pas durer, mais c'est un des éléments à surveiller de près, parce que pour flipper des burgers, il y a quelques années, c'était 8 dollars de l'heure. Aujourd'hui, c'est 15 dollars de l'heure chez McDonald's, plus repas compris. Et malgré ça,
McDonald's n'arrive pas à recruter suffisamment d'équipiers. Vous imaginez bien que si McDonald's n'a plus de collaborateurs pour flipper les burgers, la queue s'allonge et du coup, il va y avoir un petit problème de chiffre d'affaires parce que dans l'espace de temps du déjeuner, vous n'arrivez plus à servir tous les clients qui voudraient manger votre bon burger. Vous avez entendu les guillemets autour du bon burger, ce n'est que mon avis personnel. Et donc, la résultante de ça, c'est que si vos entrants augmentent, si vos salaires augmentent, eh bien, dans votre compte de résultat, ben, votre marge brute va baisser et puis votre valeur ajoutée va baisser. Et donc, votre compte de résultat va se dégrader parfois assez rapidement, hein. Je rappelle qu'en moyenne, une entreprise fait entre 3 et 8% de résultats nets. Ce qui veut dire que si vous avez des augmentations de matières premières et des augmentations de salaire, ça peut manger complètement votre rentabilité, sauf bien sûr à augmenter vos prix. Et donc, on en reparlera dans un instant. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'inflation réduit la charge de remboursement de vos emprunts. Encore une fois, si vous avez moins de 50 ans, ça ne vous dit pas grand-chose parce que vous avez vécu toute votre vie professionnelle dans un monde de taux bas et dans un monde d'inflation basse. Et vous ne vous souvenez pas de ce que vos parents disaient, vos oncles et tantes, en disant « Ah ah, j'ai emprunté pour acheter la maison à 14%, mais c'est pas grave parce qu'il y a 12% d'inflation. » D'accord ? Et donc, si vous réinterrogez, ce qu'il faut faire régulièrement, les générations précédentes d'entrepreneurs, ceux qui sont à la retraite maintenant, mais aussi ceux qui sont à la retraite depuis très longtemps, ils vont vous raconter ces histoires. Et donc, c'est vrai que le mécanisme est le suivant. Si vous arrivez à augmenter vos prix, on va en parler, pour suivre l'inflation de vos coûts, hein, et que vous remboursez un emprunt à 1% avec une hausse naturelle de votre chiffre d'affaires et donc de vos ressources de 3, 5, 10 ou plus % par an, et bien entendu, la charge de remboursement de vos emprunts en est extrêmement allégée. Je vais le redire lentement. Imaginons que vous arriviez à répercuter une hausse de coût de 10% de vos coûts entrants et de vos salaires. Vous augmentez vos prix de vente de 10% de vos biens ou de vos services et que vos clients acceptent de payer cette hausse de 10%. D'accord ? Votre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, sans avoir vendu plus d'unités de biens ou de services, a augmenté de 10%. OK ? Mais votre charge de remboursement elle-même, elle est calculée, elle est fixe sur un taux d'intérêt de 1%. D'accord ? Donc, vous continuez à faire du profit. Et avec ce profit, votre charge de remboursement, bien entendu, est bien moins élevée. Prenons un autre exemple pour simplifier. Vous êtes un bailleur, vous avez des biens immobiliers, vous avez une charge de remboursement globale peut-être à 2% et vous augmentez vos loyers de 3, 4 ou 5% par an, si vous pouvez le faire, si vous y arrivez. Et bien entendu, votre charge de remboursement va se révéler plus faible. C'est pour ça que vous entendez des gens dire, en période d'inflation, il faut acheter de l'immobilier. Nous y reviendrons. Mais que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à répercuter la hausse de vos coûts? Alors c'est le cycle infernal parce que, bien entendu, votre cash flow va diminuer. Votre cash existant, à supposer que vous en ayez, perd de sa valeur. Vous entrez dans une mauvaise spirale, bien entendu, avec des comptes de résultats qui se dégradent. Et donc, vous avez une possibilité sur quelques années, hein, on a vu sur une décennie par exemple, une décennie d'inflation à 10% va vous mettre par terre bien avant la 10e année. Conclusion. On voit des signaux de démarrage de l'inflation dans le monde entier. Les pénuries qu'on constate dans tous les secteurs aggravent cette diffusion de l'inflation. Et la mondialisation a un effet accélérateur.
Si j'ai besoin de fenêtres pour livrer les immeubles ou les maisons que je suis en train de construire, parce que mon activité, c'est la construction, et que mes fournisseurs de fenêtres préfèrent les vendre aux États-Unis parce que la demande est plus forte et que les Américains sont prêts à payer un peu plus cher pour les fenêtres, eh bien, le marché de la fenêtre, ça sèche. Je ne peux pas continuer mes chantiers. Et donc, je vais avoir un à-coup, un problème dans mon chiffre d'affaires de l'année ou de l'année à venir. Pire, vous êtes mal préparé à vous ajuster à un scénario de forte inflation. Pourquoi est-ce que vous êtes mal préparé? Parce que personne n'en a l'expérience. À part vos amis en Amérique du Sud, personne n'a l'expérience dans le monde occidental de l'inflation. Et je ne vous parle pas d'hyperinflation, je vous parle d'une inflation qu'on a connue dans le passé. Elle pourrait être de 4, 5, 6, 7% par an, sans beaucoup de difficultés. Enfin, vos réserves de cash ne vous protégeront pas. Ce n'est pas parce que vous vous sentez riche parce que vous avez du cash que cette réserve de cash vous suffit. On vous l'a souvent dit, la différence entre le cash et le cash flow, c'est que le cash vous donne une illusion de richesse, le cash flow vous permet de faire progresser vos entreprises. Et donc, soyez vigilants, préparez-vous, et je peux déjà vous dire, suite aux nombreuses questions que nous allons recevoir, que nous allons faire une autre chronique pour vous suggérer des pistes, pour vous préparer et des pistes d'action pour protéger vos entreprises et vos liquidités. Merci Patrick. Je vous en prie, y a-t-il des questions dans l'assistance ou est-ce que je vous ai vraiment cassé le moral pour cette première chronique de rentrée? Ou est-ce que tout le monde connaissait déjà ça depuis longtemps? Alors, on a une remarque de Frédéric. Tu veux l'évoquer, Frédéric, parce qu'on a pas mal de gens qui nous écoutent en podcast et donc ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans les commentaires. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ton analyse et les causes qui me semblent conjoncturelles, c'est-à-dire l'arrêt de l'industrie, d'une part, et l'injection énorme de ce que j'appelle la fausse monnaie, c'est-à-dire la création monétaire, donc plus de monnaie, donc les biens, la valeur d'un bien diminue à proportion de la monnaie dont chacun dispose. Il y a un élément, donc ça pour moi c'est conjoncturel, il y a quand même un élément qui m'étonne depuis une dizaine d'années, voire avant, c'est que avec la crise de 2008, mais ils avaient déjà commencé avant, en particulier les Américains, pas la Banque centrale européenne qui n'avait pas le droit. À partir de 2008, la Banque centrale américaine a injecté, souvenez-vous, c'était sous Obama, des centaines de milliards de dollars dans leur économie, et pas qu'une fois. C'était le quantitative easing. Alors, ça m'épate, c'est le sens du marketing des hommes politiques et des financiers. Personne ne comprend ce que ça veut dire, mais dire c'est bien, quantitative easing, c'est bien. Ben non, j'imprime de la fausse monnaie. Bon. Et puis la Banque centrale européenne s'y est mise, et c'est pas juste quelques petits euros par-ci par-là, c'est des milliers de milliards de dollars et d'euros. Seule la Banque centrale suisse y a échappé. C'est pas qu'ils ont été plus intelligents, c'est simplement qu'il y a une levée en masse des citoyens qui ont déclenché une votation pour empêcher la banque suisse de faire pareil que les autres et d'injecter du franc suisse dans l'économie pour des raisons, enfin bref, je vous passe les détails. Donc, ce que je sais, c'est que plus de monnaie égale inflation. Or, on n'a pas vu d'inflation. Donc, en conséquence, moi, ce que je dis, c'est que si on n'a pas eu d'inflation, mais on n'a pas eu d'inflation en proportion de l'argent injecté. Donc, ce que je dis, c'est qu'on serait en déflation depuis un petit moment. Voilà ce que je soumets à ta sagacité. C'est une super question. Et si j'avais la réponse, là, vous voyez, il y aurait ici une médaille, celle du prix Nobel d'économie. Et ce n'est pas le cas. Mais on est des économistes amateurs, nous les entrepreneurs, parce que forcément, on est obligé de se poser des questions à un moment ou à un autre quand on observe des phénomènes qu'on ne comprend pas. Alors, merci Frédéric pour ton intervention.
on est tous dans le brouillard, et je soupçonne qu'on est tous dans le brouillard, y compris chez les gens qui sont très intelligents, parce qu'on n'a jamais connu une période où on a déversé autant de liquidités, je crois que c'est 3 500 milliards aux États-Unis, 3 000 milliards en Europe. On n'a jamais déversé autant de liquidités dans l'économie sans voir démarrer l'inflation. Et donc, quelque part, on se dit, il y a un problème. Non, 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 je crois que c'est une question de perspective. On n'a pas vu démarrer l'inflation sur les prix à la consommation. Et on n'a pas vu démarrer l'inflation, en tout cas jusqu'à il y a quelques mois, sur les salaires. Et donc, les outils de mesure habituels de l'inflation nous montraient, ce que je vous ai montré au tout début, entre 0 et 3 et 2% d'inflation depuis, je ne sais plus de quand, le premier graphique, c'est 2000, enfin, sur une dernière dizaine d'années. Cependant, toutes les bulles qu'on observe, la bulle immobilière, la bulle des actions, d'accord, la bulle des obligations quelque part, Notamment des obligations d'État. notamment des obligations d'État, finalement, c'est là que cet argent est allé se déverser. La bulle des valorisations d'entreprises en private equity. Et je vous montrerai un jour, j'ai un très joli graphique qui montre les multiples d'EBE auxquels se faisaient les transactions d'entreprises d'une valeur de 50 à 150 millions d'euros. Et c'était 5 fois l'EBE, c'est devenu 12, parfois 14. Alors on dit oui, oui, bon, de 5 à 14. On parle d'une multiplication des prix par 2 ou 3. D'accord? C'est complètement fou. Et donc, je pense que l'inflation, elle était là et c'est pour ça qu'on ne la voyait pas. Ce qui est nouveau depuis quelques mois, en tout cas moi, ce que j'observe depuis quelques mois, et je ne suis pas le seul, il y a plein d'articles qui le disent, et c'est comme ça que on en a pris connaissance aussi par le contact avec nos clients qui nous racontent ce qui leur arrive sur leur supply chain. On en a parlé entre nous, on s'est dit, mais ça y est, l'inflation arrive dans les prix à la consommation et elle arrive dans les salaires. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Si c'est le cas, et c'est l'objet de cette chronique, si l'inflation rentre durablement dans les prix à la consommation et dans les salaires, ça va impacter très directement les entrepreneurs. Et donc là, pour nous, c'est devenu le moment où c'est un sujet majeur sur lequel il faut avoir le regard ce mois-ci, le mois prochain, le mois d'après, cette fin d'année, l'année prochaine. On est dans quelque chose qui est un horizon court maintenant, alors que globalement, si la valeur de votre maison ou de votre appartement a été multipliée par 2 ou par 3 sur les 10 dernières années ou les 15 dernières années, more power to you. En fait, moi, je pense que la valeur d'usage n'a pas changé. Hein. En revanche, la monnaie dans laquelle ce prix est fait a perdu sa valeur. Mais peu importe, ça n'a pas beaucoup d'impact sur vous en tant qu'entrepreneur. En revanche, si je vous annonce que vous allez devoir passer des hausses de 5% de salaire tous les ans pendant les 5 prochaines années, et si vous êtes dans une activité de service, vous dites oui, les prix des microprocesseurs augmentent, moi, je m'en moque un peu. D'accord. Et si les salaires augmentent de 5% par an, on fait quoi? Déjà qu'on a du mal à recruter dans certains secteurs, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, pas de réponse, des questions comme d'habitude, plus que de réponses, mais une vigilance. Et cette vigilance, elle est celle de l'entrepreneur qui n'a pas vraiment le choix que d'être extrêmement prudent quand il réfléchit à ce qui va se passer dans les prochains mois. Après, Frédéric, tu as une réponse d'économiste qui est de dire, mais en fait, on était jusque-là dans une inflation à 1, 2, 3% et dans une économie en croissance de 3, 4, 5%. Et donc, toute cette richesse accumulée n'avait peut-être pas été prise en compte dans la masse monétaire et que finalement, involontairement, en créant comme ça de la masse monétaire sans qu'il y ait eu un retour direct sur l'inflation, ça pouvait être le signe qu'en fait, on était simplement en train de rattraper des choses qui ne s'étaient pas vues parce qu'on n'avait pas voulu faire de l'inflation depuis 1980. C'est une hypothèse, honnêtement, comme disait Patrick, on n'en sait rien. On est, comme toujours, face à un futur qui s'écrit du jour au lendemain sans qu'on puisse jamais dire « Ah, je le savais ».